Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième débat, Innover et coopérer des clés pour une entreprise engagée. C'est une initiative, je le rappelle, de Recovery, initiée par Philippe Zawati, le CEO de Mirova, et Stéphane Distinguin de Faber Nomel. C'est bien évidemment soutenu aussi par toute une série d'entreprises engagées, notamment qui sont membres du réseau Bicorp ou encore d'entreprises à mission. Alors, avant d'accueillir mes quatre grands témoins aujourd'hui, je vais d'abord vous donner la parole à deux personnalités qui vont introduire ce débat. Tout d'abord à Christophe Itier, le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, qui est notamment connu pour son initiative pionnière en termes de méthode collaborative avec la coalition 10% pour tout changer en 2019. Et j'ai l'honneur également d'animer le Web TV Impact Co chaque semaine sur sa chaîne Vimeo. Il y a déjà une centaine de membres qui ont rejoint cette coalition. Et dernièrement, nous avons pu voir la tribune initiée par Christophe Itier dans les Échos, pas de monde d'après, dans l'union de nos forces. Et à ses côtés, il y a également Nicolas Brien, le directeur général de France Digital, qui connaît par cœur bien évidemment l'écosystème des startups. Et également, France Digital a fait parler de lui, notamment durant cette crise, en participant à l'initiative avec le hashtag Protège ton soignant, un bel exemple de coalition qui a permis de lever plus de 5 millions d'euros pour acheter notamment du matériel médical. Alors bonjour à vous, cher Christophe et cher Nicolas, vous m'entendez bien? Bonjour. Très bien, bonjour. Alors, bonjour. Alors, tous les deux, pour commencer, je vous donne la parole durant 15 minutes précises. On va commencer avec vous, Christophe Itier. Simplement pour commencer, vous le savez, hein, bien évidemment, on assiste depuis ces 6 semaines, 7 d'ailleurs, à une multiplication d'initiatives de solidarité. Comment les structurer et les faire converger vers le gouvernement dans une logique d'impact? Alors, vaste question. Alors, en 8 minutes, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de me plier à l'exercice. Ce que l'on peut se dire de cette crise qui a multiples facettes et qui révèle bien des choses sur notre modèle, la fragilité de ce modèle et la non-durabilité de notre modèle. Il y a quand même des éléments positifs et notamment cet esprit de coalition. On voit bien que pour faire face à cette crise inédite d'ampleur qui est mondiale, seule la coalition, la coopération peut nous permettre de nous hisser à hauteur de ces défis. Ça veut dire, derrière ce mot de coopération de coalition, ça veut dire que chacun doit un peu sortir de ses zones de confort, de ses dogmes. Ça a été vrai de l'État qui a cassé son dogme budgétaire pour être au rendez-vous des enjeux des entreprises. Et puis, c'est vrai aussi des entreprises qui ont elles-mêmes été résilientes. On aura des beaux exemples, je crois, à la fois avec le témoignage de Nicolas, mais aussi avec vos grands témoins, que ce soit Mathias, que ce soit Eva ou Christelle, qui portent justement cette vision d'une entreprise qui se réaligne entre sa performance économique et sa performance écologique et sociale. Donc, ces entreprises se sont mises au service, ont fait pivoter leur modèle de production, de service pour répondre à ces enjeux. Et puis, la société civile aussi, les associations, les citoyens ont aussi fait preuve de solidarité, sont eux aussi sortis de leur zone de confort, de leur zone de travail, d'intervention habituelle pour se donner de nouveau, se mettre en ligne sur de nouveaux objectifs. Et c'est précisément l'esprit de coalition qui préside lors de cette crise et que nous devons préserver. On voit bien que nous rentrons dans une autre phase de la crise qui met en tension aussi la façon de vivre de chacun de nos concitoyens, les entreprises, les organisations, les administrations, et qu'il est important de préserver cet esprit de coalition. Je pense que ces défis qui sont inédits, qui sont mondiaux, qui nous dépassent, nous imposent de nous mettre au service du bien commun. Et pour se mettre au service du bien commun, il faut à la fois quitter ses zones de confort, être beaucoup plus humble dans la posture, être plus ouvert, mais aussi être plus ambitieux dans les objectifs. Et c'est tout l'esprit que nous devons préserver au sortir de cette crise, cet esprit de coalition, de réunion des acteurs publics, privés, société civile, qui portent la même vision du monde, cette même vision d'un monde où la transition écologique et solidaire n'est pas une variable d'ajustement, mais au cœur de la nouvelle croissance à inventer. C'est précisément cet esprit de coalition qui est important. Et c'est aussi pour cela que nous avons lancé, vous l'avez rappelé en introduction, la coalition 10%. Alors, nous sommes un peu plus de 100, hein. Nous sommes 600 aujourd'hui dans cette coalition qui réunit des entreprises, grandes et petites, parce qu'il est important que cette dimension irrigue l'ensemble des entreprises du pays et notamment les territoires. La question de la proximité, des territoires résilients
est extrêmement important dans ce moment de relance de l'économie. Si on veut que cette relance parte dans le bon sens, au service du bien commun, c'est dans les territoires que ça doit s'imprimer. Donc, des entreprises de toute taille, ESS, non-ESS, grands groupes, Danone fait partie de cette coalition, Lita fait partie de cette coalition, EcoClean fait partie de cette coalition, donc on est un peu en famille aujourd'hui, et France Digital évidemment aussi. Cette coalition réunit des acteurs entreprises, mais aussi des réseaux, des organisations qui traitent de cette question de l'engagement des entreprises, mais aussi des universitaires, parce qu'il va falloir aussi travailler l'avenir, à la fois en termes de recherche, changer par exemple un certain nombre de données de ce catalysme qui nous a conduit à cette situation et qui pourrait nous conduire à d'autres situations encore plus graves, je pense, en matière écologique. Il va falloir changer, par exemple, la comptabilité, comment on compte ce qui compte vraiment dans les entreprises, à la fois sur l'aspect écologique et social. Et donc là, on a besoin de chercheurs, d'expérimentation en matière de comptabilité, d'où l'importance universitaire. Et puis, c'est aussi former les générations futures. Si nous croyons à un nouveau modèle, il va falloir l'enseigner, ce nouveau modèle. Et donc, nous souhaitons embarquer aussi des écoles, des universités dans cette dynamique pour essayer de bâtir un monde meilleur. C'est un peu utopique, mais je pense qu'il faut être dans cet esprit de coalition à la fois extrêmement ambitieux sur les objectifs et en même temps extrêmement pragmatique, bienveillant, indulgent sur le chemin que nous devons prendre pour aller vers ces objectifs ambitieux, parce que nous le savons, pour nous citoyens, pour les entreprises, pour les politiques, pour la société civile, c'est des chemins qui sont compliqués, qui sont ardus, qui sont exigeants. Je pense que j'ai oublié de citer Imri Jacquia qui, à la fois au sein de la CAMIF, a démontré la preuve de ce chemin compliqué, combien il peut être exigeant, mais aussi comment il peut être bénéfique, et au sein de la communauté des entreprises à mission porte cette dimension collective. Donc, j'ai une dernière question, Christophe Itier, avant de vous couper la parole pour le donner à Nicolas Briand. Est-ce que vous pensez justement, selon vous, quand on voit qu'il y a ce mouvement collaboratif, est-ce que ne se traduit pas finalement par la traduction du déplacement du centre du pouvoir du politique vers la société civile? De toute façon, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on voit bien que les politiques telles qu'elles sont conçues traditionnellement, c'est-à-dire du haut en bas, top-down, ne marchent plus parce que d'abord, nous sommes face à des problèmes qui sont massifs. Donc, il faut avoir cette capacité à mobiliser énormément de moyens, et il ne suffira pas de l'argent public pour résoudre ces moyens. Et deuxièmement, les politiques publiques sont faites pour faire du prêt-à-porter. Or, par rapport à ces problématiques massives, nous avons besoin de sur-mesure. Donc, il faut que nous ayons des acteurs qui soient beaucoup plus souples, plus agiles, plus adaptés à la situation des territoires, des situations individuelles, que ce soit la société civile, les associations, les partenaires sociaux, que ce soit les entreprises, que ce soit le monde universitaire, bref, et les citoyens. Il faut que nous soyons dans un phénomène d'alliance entre des politiques publiques, et l'État, comme les pouvoirs publics, doivent prendre toute leur place dans cette dynamique. Ce que je dis là n'emporte pas un quelconque désengagement, mais s'engager utilement, plus efficacement, c'est-à-dire faire effet levier et donner un cap, et laisser à ceux qui sont en capacité d'avoir cette agilité, cette capacité d'innovation au cœur des politiques publiques que nous essayons de construire. Donc, c'est un changement de paradigme. Encore une fois, c'est être très ambitieux sur des objectifs communs, de bien commun, mais en même temps être plus humble et plus pragmatique et plus souple, agile dans les réponses à apporter. Merci beaucoup, Christophe Itier. Merci. Je passe maintenant la parole à Nicolas Briand de France Digital. Quelle est votre vision aujourd'hui sur les faits, l'impact de ces coalitions? Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Effectivement, comme disait Christophe, on est en famille. Il y a quelques acteurs bien connus de l'innovation et du changement social parmi nous. Moi, ce que je retiens de ce moment, c'est qu'on a quand même vécu le plus grand moment d'accélération digitale de l'histoire de l'humanité. On a beaucoup focalisé notre attention sur le rapport à la planète. Il est important aussi de se dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez prodigieux en termes de transformation digitale au cours des mois de confinement, pour le meilleur et pour le pire. Et je prendrai quelques chiffres qui sont, à mon sens, assez parlants. On a quand même multiplié par 10 le nombre de télétravailleurs dans ce pays en une semaine, alors qu'il y avait des organisations c'était un point bloquant pour elles.
on a quand même multiplié par 2 la proportion de Français qui font leurs achats du quotidien en ligne, et la moyenne d'âge, elle a également pris 7 ans. Donc, clairement, de nouveaux usages qui se développent. Et je disais pour le pire aussi, puisqu'on a également une multiplication par 4 des cyberattaques sur le territoire hexagonal pendant la période de confinement. Ça n'a pas beaucoup été dit. Et donc, on a cette espèce de vaste moment d'accélération Multiplication digitale par 4 des cyberattaques, c'est ça? sur le territoire hexagonal pendant la période de confinement. C'est quelque chose sans précédent, ce moment d'accélération digitale, et ça nous oblige complètement à nous repenser, parce que ça fait ressortir d'un coup toutes les fractures de la société. Moi, je pense à tous ces millions de gamins qui n'ont pas pu suivre les cours en ligne parce qu'ils n'avaient pas d'équipement électronique. Je pense bien évidemment à toutes ces organisations qui, du jour au lendemain, se sont aperçus que beaucoup de leur processus étaient obsolètes. Mais néanmoins, je pense que ça ouvre un vrai espoir, et je rebondirai sur le sujet des coalitions qui nous habitent aujourd'hui. Il y a des coalitions pour l'innovation utile, l'innovation sociale, l'innovation environnementale qu'il va falloir mettre en place très très rapidement, parce qu'il y a un état de désarmement technologique de la plupart de nos grandes organisations publiques et privées. Moi, je suis atterré de voir au niveau du CAC 40 à quel point ça a été compliqué de mettre en place le télétravail, parce que les organisations du travail n'étaient pas collaboratives, parce que technologiquement, les VPN n'étaient pas en place, parce que les systèmes de cybersécurité n'étaient pas en place. Et donc, il y a un énorme chantier à ouvrir. Dites-vous bien quand même, on est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des institutions aussi vénérables que le Quai d'Orsay télétravail. Rungis qui dit quelque chose sur la France, vend en ligne pour la première fois de son histoire. Et donc, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose de très très puissant là au cours des semaines qui se sont écoulées. Il ne faudrait pas que ça retombe d'un coup. Et donc, moi, je pense qu'il y a des coalitions à mener, notamment que les startups détiennent une partie de la solution. Alors, on a beaucoup glosé sur la Startup Nation, mais dans Startup Nation, le mot important, c'est Nation, c'est la nation. On est en train de se reposer la question de comment est-ce qu'on refait du local, comment est-ce qu'on refait des circuits courts. On en parle beaucoup pour les carottes, les navets et le paracétamol, mais j'en entends pas beaucoup parler sur l'innovation technologique. On est en train de se parler sur une solution américaine. La plupart des solutions que l'on a utilisées pendant ce vaste moment d'accélération digitale ont été des solutions américaines. Et donc, il y a besoin de recréer, à mon sens, des coalitions locales pour aussi penser la relocalisation des usages numériques, penser des circuits courts, y compris sur les biens d'équipement électronique. Ce n'est pas un hasard si hier matin, une startup comme Back Market, qui fait du reconditionnement d'appareils électroniques, a fait une levée de 110 millions d'euros. Je pense que c'est exactement le sens de l'histoire dans laquelle on se situe. Il y aura... Oui, dites, oui, pour terminer. Non, Cyril, je t'écoute. Non, non, on peut se tutoyer ici, ok, on se tutoie, avec grand plaisir. Non, non, il y aura, n'hésitez pas, bien évidemment, on est déjà plus de 200, vous êtes déjà plus de 200 à participer, et je vois déjà vos questions, donc n'hésitez pas, bien évidemment, on les posera à la fin. Mais il y a une bonne question, et je pense qu'elle sera pour toi, Nicolas. Quid de l'accélération du digital pour l'État? Voilà, toi ou d'ailleurs, voilà, ou Christophe, mais effectivement, on en est là, ouais, déjà chez nous. C'est un enjeu de souveraineté extrêmement important, hein. Il y a eu pendant toute la période de confinement, les acteurs étatiques ont utilisé des solutions américaines. Et il faudra qu'on se pose la question à un moment de comment est-ce qu'on va chercher dans nos écosystèmes de startups nationaux des solutions. Et puis, c'est un énorme enjeu social. Enfin, imaginez la détresse des salariés qui sont passés d'un seul coup en télétravail. Imaginez la détresse des fonctionnaires qui sont passés d'un seul coup dans des organisations collaboratives en télétravail, là où jusque-là, enfin, la République selon Jules Ferry, c'est plutôt quelque chose de pyramidal. Et donc, il va y avoir, à mon sens, effectivement un énorme enjeu, aussi bien sur les équipements que sur les usages du numérique. C'est quand même dingue, en fait, si on prend l'éducation nationale, on prend cet exemple-là, on est passé en un an
de l'interdiction des smartphones dans les cours de récré à des cours en ligne sur Snapchat en période de confinement. Donc, il s'est passé un truc quand même qui n'est pas anecdotique. Et je Et finirai Open peut-être sur… Classroom cartonne aussi. Et Open Open Classroom, Classroom cartonne. Enfin, j'avais hier, voilà. il y a des très Dans belles notre choses. coalition WebTV de Christophe. Je finirai peut-être sur un point, c'est il y a l'innovation technologique, mais elle doit surtout pas être décorrélée de l'innovation sociale et environnementale. À mon sens, c'est la grande leçon de cette crise, c'est que c'est le tarte à la crème, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On l'a tous appris au collège. Mais c'est quelque chose, ça rappelle que les entreprises et les startups qui sortent vainqueurs de ce moment difficile sont souvent des startups qui ont et des entreprises qui ont quelque chose à produire, à concevoir qui fait du sens. Ce sont les startups de la e-santé, avec un Doctolib, par exemple, qui a quand même fait 3,2 millions de téléconsultations, là où l'assurance maladie en rembourse d'habitude quelques dizaines de milliers par an. C'est un LIFEN qui a permis aux données du Covid d'être transférées d'un hôpital à un autre de manière sécurisée. Ce sont ces entreprises également qui se sont complètement réinventées. Je pense à Blablacar, qui était bien évidemment complètement à l'arrêt et qui a dû créer des réseaux de proximité pour créer de l'entraide entre voisins. Et puis, il y a toutes ces initiatives, et bon, je parle sous le contrôle d'Eva, hein, Sadoun qui en reparlera, je pense, tout à l'heure dans son intervention. Il y a eu des mouvements de solidarité absolument incroyables avec l'initiative Protège ton soignant, par exemple, où vous avez une bande d'entrepreneurs qui n'avaient aucune expérience de l'humanitaire ou du social ou de quoi que ce soit, qui avaient juste une expérience d'entrepreneurs, de grosses hackers, comme on dit en bon français, et qui du jour au lendemain ont lancé cette initiative Protège ton soignant, qui aujourd'hui a généré près de 6 millions d'euros de ressources pour les hôpitaux, pour les soignants, pour acheter du matériel. Et je finirai là-dessus. Oui. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, avec l'expérience Protège ton soignant, c'est que quand vous discutez avec les directeurs d'établissements, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'EHPAD, ils vous demandent 3 choses. Ils vous demandent des masques, ils vous demandent des respirateurs et ils vous demandent des tablettes numériques. Et je trouve très intéressant de voir comment, quand on parle de vie ou de mort, en fait, on parle de masques, de respirateurs et de tablettes numériques. De mettre les tablettes numériques au même niveau que les masques ou les respirateurs, ça me paraissait complètement fou. Et en fin de compte, je trouve que ça symbolise quelque chose, c'est que… Il y a les livres aussi, Nicolas, qui font du bien aussi. Bien sûr, mais pour reposer la rétine aussi, ces tablettes, ces ordinateurs portables, ces smartphones ont parfois été la seule petite fenêtre pour un certain nombre de résidents d'EHPAD, par exemple, sur le monde extérieur. Oui, voilà, elles permettent de garder du lien en tout cas. Bien sûr. Exactement. Et distanciation, il y a eu distanciation physique, il n'y a pas nécessairement une distanciation sociale. Et les startups détiennent probablement une partie de la solution si on veut que le monde de demain soit à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Bien, merci beaucoup en tout cas pour cette première partie. Nicolas, vous restez avec nous? Enfin, tu restes avec nous avec pour les questions. Et Christophe, tu dois partir. Vous devez partir, ouais, monsieur le commissaire. Je suis désolé, ouais, je dois vous abandonner parce que je dois conclure un hackathon justement qui résume un petit peu ce qu'on vient de se dire dans ces premières minutes, c'est-à-dire trouver des nouvelles solutions, parce qu'en fait, les solutions elles existent. Déjà, il n'y a pas besoin de réinventer. Simplement, il faut accélérer ces solutions et les rendre beaucoup plus performantes et essaimer sur l'ensemble du territoire. Et donc, je file dans un hackathon solidaire où des grandes entreprises viennent soutenir des associations, des entreprises de l'ESS pour trouver des solutions sur l'emploi, sur l'éducation, sur la santé. Et donc, voilà, on vous souhaite un bon hackathon. Je vais dans la pratique de ce qu'on vient de se dire de manière un peu théorique. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et bon courage dans cette dernière ligne droite du confinement. Merci. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire, et à très bientôt en tout cas, notamment merci, sur notre Cyrielle. Web TV. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Nicolas, à bientôt. vous restez avec nous et on continue maintenant. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour 35 minutes avec nos 4 grands témoins du jour. Alors, le constat existait bien évidemment avant la crise du Covid-19, mais a été notamment exacerbé ces dernières semaines. Plus de 9 Français sur 10 estiment aujourd'hui que les dirigeants d'entreprise doivent jouer un rôle important
dans la crise. C'est le sondage IFOP, bien évidemment, pour Sociétaire du 20 avril dans l'opinion. Alors, la crise a bien évidemment accéléré certaines transformations positives, hein, avec notamment la revalorisation de la proximité, la réinvention des chaînes de valeur, du rapport au travail avec le télétravail, la transition numérique, on vient d'en parler. Elle peut aussi ressortir un trait structurant pour le monde de demain, c'est-à-dire le réflexe collaboratif, et ce, à tous les niveaux de la société. Pour 78% des Français, la reconstruction du monde d'après-crise devrait être impulsée aussi bien par les dirigeants d'entreprise que par les pouvoirs publics. Toujours, voilà, ça c'est un sondage IFOP pour Sociétaire, publié dans l'opinion le 27 avril. Alors, assistons-nous à un phénomène conjoncturel ou justement un nouveau modèle de gouvernance? Sommes-nous définitivement entrés dans l'ère des coalitions? Eh bien, c'est maintenant, on va pouvoir en parler. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir donc aujourd'hui nos 4 grands témoins. Eva Sadoun, bonjour Eva. Bonjour Cyrielle. Vous êtes une serial entrepreneuse et activiste. Vous êtes la directrice et fondatrice de lita.co, une plateforme d'investissement dans les projets à impact social et environnemental. Et vous êtes également très engagée dans l'écosystème de la finance solidaire et de l'entrepreneuriat social comme vice-présidente du mouvement des entrepreneurs sociaux et présidente de la Tech for Good France. Et moi aussi, je suis avec vous dans le Move et j'en suis ravie. À vos côtés, il y a également Mathias Bichra. Bonjour Mathias. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Secrétaire général de Danone, le groupe particulièrement actif, notamment en cette période de crise, notamment à travers l'action d'Emmanuel Faber sur les enjeux sociétaux, qui est à l'initiative notamment de B4AG ou encore d'OP2B. On va en parler tout à l'heure. Il y a également à vos côtés Christelle Gimaret, bonjour. Christelle, je ne sais pas si elle m'entend. Vous m'entendez? Ah voilà, c'est bon. Bonjour Christelle Gimaret, donc vous êtes la présidente et fondatrice d'EcoClean. Bonjour et bienvenue parmi nous. C'est également donc EcoClean, c'est le premier expert de Sustainable Cleaning, hein, c'est du 100% Purpose Native qui a été créé pour le nettoyage durable et c'est éco-friendly et c'est également du B2B. Et vous avez été distingué par le prix Bold Woman en 2019 de Veuve Clicquot et LVMH pour votre audace. Félicitations. Et à vos côtés, Imri Jacquia, que je connais également, que nous avons le plaisir de recevoir. Vous êtes le président directeur général de la CAMIF, également président de la communauté des entreprises à mission. Vous comptez parmi les entrepreneurs à mission incontournables, puisque la CAMIF a été l'une des premières entreprises à mission. Et nous avons eu la chance et l'honneur d'en débattre, notamment sur BFM Business, sur mon plateau. Bonjour et bienvenue, Imri. Cyrielle. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence tout de suite avec Eva Sadoun. Alors, vous êtes une experte à la fois de l'écosystème d'innovation et de l'entrepreneuriat à impact, et également une activiste qui plaide pour la dimension citoyenne de l'engagement, innover et coopérer. Vous, que diriez-vous par rapport quelles seront, selon vous, quelles sont les clés du business post-Covid? Est-ce que ça va passer forcément par ces engagements à impact et ces effets de coalition? Tout à fait, merci beaucoup. En fait, c'est très intéressant parce que la coopération, elle est au cœur de notre économie. Et je vais commencer par une vision un peu plus large, un peu anthropologique, et citer Claude Lévi-Strauss, qui dit que lorsque les hommes commencent à se sentir à l'étroit dans leurs espaces géographiques, social et mental, une solution simple risque de les séduire, celle qui consiste à refuser la qualité humaine à une partie de l'espèce. En fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on est dans un espace clos, donc à partir du moment où on ne coopère pas, c'est là qu'on a tendance à vouloir éradiquer une partie. Et l'avenir de la société, l'avenir des territoires, l'avenir des espaces, c'est des espaces qui collaborent entre eux. Donc collaborer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans un premier temps collaborer et coopérer avec l'environnement, qui est une partie prenante qu'on a souvent tendance à oublier. Parce qu'elle n'a pas son mot à dire, mais elle a une force, et là on subit la force de la nature d'une certaine manière. Donc coopérer avec l'environnement, ça veut dire déjà intégrer et se contraindre aux exigences environnementales et sociétales. On a vu dernièrement qu'on était très déçus de voir un mouvement comme le MEDEF se positionner en voulant décaler les exigences environnementales, en disant que les normes environnementales, ça passera après la relance. Non, en fait, on sait qu'aujourd'hui, la relance économique, elle passe C'est par pas la prise en possible compte des aujourd'hui, enjeux. on ne peut pas entendre ça.
On ne peut pas entendre ça. Et surtout qu'en plus, c'est un prisme économique que de dire ça. Parce que si on écoute des économistes comme Jean-Marc Jancovici, etc., on sait qu'aujourd'hui, en fait, c'est au prix de la relance économique si on n'intègre pas les enjeux climatiques, parce que la crise va arriver dans les 20 prochaines années. Ce n'est plus un truc du millénaire. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Coopérer avec l'environnement et accepter de prendre en compte cette partie prenante dans nos décisions de demain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recrée un espèce de contre-MEDEF dont tu vas faire partie, Cyrielle, également, qui a pour objectif de représenter les entrepreneurs qui ne se sentent plus représentés par des visions comme ça un petit peu archaïques, à mon sens. Dans un deuxième temps, c'est coopérer avec le grand public. On sait aussi que, et tu parlais des démarches et de l'engagement citoyen, qu'on ne peut plus coopérer qu'entre patrons, qu'entre politiques, qu'il faut coopérer avec la société civile. Et nous, on constate que là, par exemple, pendant la crise au sein de l'ILTA, on est une plateforme d'investissement, donc on permet aux citoyens de pouvoir s'engager avec leur argent, qu'ils ont une appréciation qui est très différente en fait du risque que les investisseurs institutionnels, qui eux ont très peur sur l'avenir de l'économie, on arrête d'investir, on valorise à la baisse, on décale nos périodes d'investissement, et en fait les citoyens, eux, sont dans une appréciation qui est plus positive. Ils se disent, bah non, on va investir dans l'économie de demain. Et donc là, on a vu qu'ils ont fait preuve d'intelligence fondamentale et qu'il faut les intégrer dans un processus démocratique et dans un processus économique. L'économie n'est pas neutre et l'économie doit coopérer et inclure ses consommateurs et les citoyens dans sa stratégie. Et c'est coopérer au sein de la structure. Il faut vraiment que les nouveaux patrons, donc il y a le pilier de l'impact environnemental très important, comme on a dit, l'impact citoyen et société civile, mais il y a l'impact social au sein de l'entreprise. Et l'entreprise doit coopérer au sein de son organisation. Donc décentraliser la richesse, intégrer en fait ses salariés dans le partage de sa valeur, le partage de sa richesse, et également décentraliser le pouvoir et permettre également aux salariés de s'engager. Nous, c'est ce qu'on a dit à nos investisseurs. Moi, je suis entrepreneur aussi avant tout, je suis activiste, mais entrepreneur aussi dans un premier temps. Et on a dit à nos investisseurs, écoutez, pour nous, demain, la société, elle doit partager 40% de la richesse avec les salariés. C'est eux qui sont en train de faire que la société fonctionne malgré la crise. Quand les investisseurs, vous nous avez permis de nous démarrer, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire à part être un peu passif et sur votre chaise en attendant que la société crée et repense son modèle. Donc, on voit que là, aujourd'hui, les salariés sont ceux qui dynamisent l'économie et même depuis leur canapé. Et du coup, il y a cette notion aussi de coopérer avec ses salariés. Et puis, j'irai un peu plus loin maintenant, coopérer avec l'écosystème, plus agir en silo. C'est vrai que dans l'écosystème de l'impact, on a souvent travaillé un peu chacun de nos côtés, on avait un peu nos visions différentes. Ah, moi, je suis plus capitaliste d'intérêt général, moi, je suis plus économie solidaire, moi, je suis plus coopérateur, moi, j'ai plus une vision à la Piketty et moi, plus à la Hulot. En fait, il faut arrêter tout ça. On est tous dans la même logique. Là, aujourd'hui, on a envie d'aller dans le même sens. Il faut qu'on apprenne et je fais même mon propre mea culpa parce que moi aussi, j'ai une vision assez forte de ce que doit être la transformation. Et là, on a appris et on apprend à plus collaborer entre acteurs de la transition. Et c'est pourquoi, notamment, on a une coalition qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle la coalition Nous sommes demain, qui justement intègre l'ensemble des corps intermédiaires qui représentent cette économie d'impact, des entreprises à mission, à la Tech for Good, à Bicorp, etc. On essaie d'être très large. C'est 400 000 entreprises, 3 millions d'emplois, et on essaie de se faire entendre pour qu'il y ait un plan de relance qui soit un plan de relance de l'économie durable. Et c'est pourquoi on est en train de structurer notamment un gros plaidoyer pour un fonds de relance. Et après, j'arrête. Voilà, c'est sa dernière question. Voilà, Eva. Moi aussi, faire des tunnels, je sais, donc je me suis marrée. Ce nouveau MEDEF que nous sommes en train il aura d'ailleurs un nom, on est en train d'échanger sur Telegram. Mais où en sommes-nous d'ailleurs? Et bah ouais, bah là, on est en train du coup de réunir ce mouvement qui permettra en fait de fonder la coalition des entrepreneurs de demain et de proposer un plan de relance là qui va être diffusé à l'ensemble des ministères la semaine prochaine de 1 milliard qui est sur 5 volets principaux. Le premier qui est les entreprises inclusives. Le deuxième qui est sur la réindustrialisation verte, parce qu'on voit que notre manque de souveraineté a été extrêmement complexe. On n'a pas été capable de réunir un bout de tissu et de plastique. Bon, j'aurais dit un peu le truc, mais pour produire des masques en local, c'est quand même désastreux pour une des civilisations les plus, entre guillemets, économisées de la planète. Il y a un troisième volet qui est la transformation du secteur du numérique et la technologie au service du bien commun, dont parlait également Nicolas juste avant. Il y a un volet de transition énergétique de l'ensemble de l'économie pour que cette économie dominante puisse aussi aider à transitionner.
Et il y a un dernier volet qui est, voilà, ça y est, je me suis perdue, l'économie sociale et solidaire, bien sûr. Donc là, 15% de l'économie qui doit être dynamisée et soutenue. Et c'est en investissant et en permettant le développement de ces entreprises-là qu'on arrivera à construire vraiment une économie qui représentera plus de 25% et qui, derrière, pourra avoir un impact sur l'ensemble de l'économie et faire que cette économie sera mainstream et que demain, on n'est plus un ministère de l'économie et des finances, mais un ministère de l'économie et des finances durables. Merci beaucoup Eva pour cette belle énergie. Si vous avez des questions pour Eva, il y en a pas mal. N'hésitez pas, voilà, continuez à les poser et il y aura le quart d'heure de questions-réponses. Je donne tout de suite la parole à Mathias Vichra. Vous êtes donc le secrétaire général de Danone et il faut le rappeler, hein, Danone a lancé le B4IG au G7 avec l'OCDE, une coalition avec une croissance inclusive à la veille du G7 l'année dernière. Vous jouez également un rôle moteur dans One Planet Business for Biodiversity parmi 18 autres grandes entreprises. Alors, un quand remonte ces coalitions? Est-ce une spécificité française? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il y a un leadership français en termes de coalition? Alors d'abord, le mode de la coalition n'est plus une option. Quand on regarde les actions des entreprises isolées, ce n'est pas assez. Danone, par exemple, sur la crise du Covid, on a déployé 300 millions d'euros comme support à notre écosystème pour les petits fournisseurs dans le monde entier et on a garanti, par exemple, 100% des salaires pour nos salariés. Donc c'est une action qui est bonne, qui est forte, mais qui doit être déployée dans le cadre d'un collectif. C'est la raison pour laquelle on avait anticipé en fait les besoins collaboratifs et on a créé 2 coalitions à peu près au même moment, puisque Business for Inclusive Growth sur la lutte contre les inégalités remonte à août dernier. Ça a été créé à l'occasion du G7. Et que au P2B, One Planet Business for Biodiversity, qui entend lutter contre la perte de biodiversité végétale et cultivée, a été lancé à la dernière Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier. À chaque fois, pour ces 2 coalitions, en fait, on part de 2 constats importants. C'est que les enjeux sont tels qu'une entreprise doit collaborer, y compris avec des concurrents. Pour la première coalition sur la lutte contre les inégalités, on a fait un constat qui est assez simple, c'est l'attrition, la diminution des classes moyennes. Un chiffre donné par l'OCDE, en 35 ans, la part des classes moyennes dans les pays de l'OCDE a baissé de 10 points. Donc on a un problème qui est un problème fondamental de montée des inégalités et qui est aussi un problème économique pour les entreprises. L'attrition et la réduction des classes moyennes est un problème économique et donc lutter contre les inégalités, c'est une ambition et c'est une exigence morale pour les entreprises, mais c'est aussi un impératif économique. Pour la biodiversité maintenant, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de terres qui sont en situation d'érosion. On voit qu'il y a à peu près 25% de la surface du globe cultivé qui est en situation d'érosion. C'est un problème à terme puisque la ressource n'est pas illimitée. Et donc ça, c'est un premier constat qui a fait qu'on a réuni 20 des plus grandes entreprises mondiales de l'agroalimentaire, y compris des concurrents comme Nestlé, Unilever, etc. et Mars. Le deuxième constat chiffré qui est très important, c'est la question de l'attrition aussi et de la réduction des espèces consommées. Il faut savoir qu'il y a 6000 plantes dans le monde que l'on peut consommer. Il y en a 9 qui représentent 75% de l'alimentation. C'est un problème d'uniformisation et c'est un problème de risque systémique. Puisque si vous avez une variété sur laquelle il y a un problème, eh bien, vous avez tout un système en fait, qui peut s'écrouler. Donc, face à ces 2 constats… On l'a vu avec la Chine d'ailleurs. Et on l'a vu notamment avec la Chine, on le sait avec une variété de tomates qui a été développée parce que Heinz voulait ce type de tomate pour son ketchup. Bref, on a toute une série d'exemples dans ce sens-là. Pour ces 2 coalitions, on a des actions importantes. Pour Business for Inclusive Growth, on a réuni pour 1,4 milliard d'euros d'actions de lutte contre les inégalités. Globalement, on le fait avec 38 entreprises et avec la Gates Foundation et la Rockefeller Foundation. Il y a 3 enjeux principaux pour ces 2 coalitions. Et ça rejoint ce que disait Eva ou ce que disait Christophe Itier. Le premier enjeu, c'est qu'il faut mêler du public et du privé. On ne peut pas être dans une approche purement privée ou dans une approche purement publique. Ça ne marche plus. Il faut faire péter les frontières parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et le public a à apprendre du privé, le privé a à apprendre du public, notamment sur la notion d'intérêt général. La deuxième chose, c'est que, et Philippe Loati connaît bien ce sujet à travers Mirova et on en a souvent parlé avec lui, c'est qu'il y a un enjeu de financiarisation des externalités positives des entreprises. Il faut que ça ait une valeur financière. Quand vous êtes sur la biodiversité, par exemple, il faut que vous puissiez modéliser des financements qui permettent, par exemple, de financer la transition. Quand vous passez d'un modèle productiviste à un modèle d'agriculture régénératrice, ça prend 2 ans. Qui finance, et pas forcément les agriculteurs qui n'ont pas forcément la ressource, qui finance ces 2 ans
qui permettront d'avoir une productivité plus élevée, mais dans un modèle beaucoup plus conforme aux exigences environnementales. Eh bien, le système financier peut être un élément de réponse. De la même manière qu'on a aussi des enjeux en matière environnementale et sociale pour créer des produits financiers qui permettent de valoriser, y compris financièrement, une entreprise qui est modèle, exemplaire dans ce domaine. La dernière chose, pour ce type de coalition, je pense qu'il y a une exigence à la fois d'action concrète, parce que sinon c'est incantatoire et ça ne sert à rien et c'est pour faire de la communication. Donc on souhaite, et on l'a déjà fait d'ailleurs dans ces deux coalitions, avoir des actions extrêmement concrètes et par ailleurs qu'il y ait des engagements opposables. C'est pour ça qu'on a des pledges pour les deux coalitions où les entreprises signent ce pledge et il y a une opposabilité qui est morale, qui n'est pas juridique, mais il y a une opposabilité qui concerne toute la chaîne de production et qui concerne les ONG, les syndicats, etc. Donc ça nous paraît important qu'il y ait des engagements qui soient durables, profonds. Je m'arrête simplement pour dire quid du Covid et de la situation actuelle avec ces deux coalitions. Encore une fois, on a constaté que les entreprises seules avaient des leviers d'action, mais que ce n'était pas. C'est pour ça qu'on a mobilisé fortement Business for Inclusive Growth et on va faire des annonces dans les jours qui viennent sur l'ensemble des actions qui ont été menées dans le cadre de cette coalition sur la lutte contre les phénomènes notamment sociaux liés à la crise actuelle. Et notamment, on a par exemple lancé des dispositifs de télémédecine qui se déploient avec pas mal d'entreprises qui ont financé cela pour se déployer dans le monde entier. On a financé aussi et on a appuyé Accenture qui avait une plateforme de mise en relation entre les gens au chômage partiel et les besoins des entreprises. Cette coalition a eu un rôle important dans le cadre de la crise actuelle. On a trouvé qu'il y avait une très belle énergie collective et il y avait beaucoup de best practices et de logiques d'émulation dans le cadre de la coalition. Sur OP2B, sur la biodiversité, c'est évidemment un élément très important. On sait qu'il y a des discussions au niveau européen sur le Green Deal. Heureusement, on vient d'avoir l'information que la stratégie biodiversité va être remise à l'agenda européen le 20 mai prochain. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a évidemment poussé avec d'autres entreprises et des ONG pour que ce soit bien remis à l'agenda et qu'il n'y ait pas de mise à l'écart de l'ambition green. Et pour le coup, on va aussi avoir une action très forte puisque le lien entre la biodiversité et ce type de virus est clé et évident et qu'il ne faut évidemment pas baisser la garde là-dessus. Donc on va avoir des enjeux en matière de diversité variétale des plantes, on va avoir des enjeux en matière de sol, en matière de protection de la faune sauvage et donc il va y avoir aussi des enjeux importants. Je finis pour dire que la relance, elle doit être verte, mais elle doit être aussi inclusive. Et du coup, quand on marche sur deux pieds, les deux ne sont pas opposés, les deux s'alimentent, la croissance et la relance verte et la croissance inclusive. Et il faut impérativement que tous les acteurs, quel que soit l'écosystème, aient bien évidemment ces deux impératifs en tête. Une dernière question, même si vous avez un peu vous avez dépassé votre temps. Que pensez-vous de l'Union européenne ou encore des Nations unies? Est-ce que ce sont un peu les grandes absentes en termes d'organisation internationale durant cette crise? Je ne dirais pas ça de l'Union européenne. Il y a des forces contraires au sein de l'Union européenne. On sait qu'il y a les pays de l'Est, par exemple, qui ont essayé de pousser pour une Europe, enfin une partie des pays de l'Est, en tout cas pour une Europe qui reviendrait à une forme de productivisme. Moi, je dirais que l'Europe peut être au rendez-vous, que le Green Deal est vraiment la bonne surface. On sait que la présidente de la Commission a soutenu ça. On sait que Pascal Canfin, par exemple, dans l'écosystème politique, pousse très fort pour qu'on ait cette ambition-là. Je pense que l'Union européenne peut être le bon acteur concret et il met tellement d'argent en ce moment qu'il faut vraiment que ce soit bien orienté et qu'on en profite, par exemple, pour réformer la PAC et réformer la PAC, la politique agricole commune, dans le bon sens. Sur les Nations Unies, je pense que c'est plus compliqué. On a vu que le Conseil de sécurité avait même du mal à se réunir en mode virtuel. Mais pour répondre à cette question, j'ai plutôt foi en l'Europe si les forces positives, écologiques et inclusives l'emportent au final. Merci beaucoup Mathias Bichra. Maintenant, je passe la parole à Christelle Gimaret. Donc, vous avez fondé EcoClean en 2005 avec l'envie de revaloriser les métiers du nettoyage, et notamment en créant un expert du nettoyage durable. Vous êtes 100% Purpose Native. Est-ce que votre ambition, c'est de rendre visibles les invisibles et remettre l'humain au cœur des entreprises? C'est la clé de l'engagement de demain pour vous? Alors, bonjour à tous. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de remettre l'humain au cœur des entreprises. Nous, on a toujours voulu mettre l'humain au cœur de l'entreprise et en respectant ces salariés qui sont des invisibles, comme vous l'avez dit,
puisque dans le nettoyage, en général, on ne sait pas qui intervient, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas quelle est leur vie. Donc moi, depuis 2005, j'ai toujours dit que le nettoyage se ferait 2 jours avec des horaires décents et qu'ils auraient leur week-end et que, comme ça se fait 2 jours, pour la première fois de leur vie, ils auraient des collègues, les collègues étant nos clients. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans les équipes de mes clients. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que les gens qui faisaient du nettoyage avaient une prise de conscience en disant que ce n'était pas des gens qui mordaient, que c'était des gens qui étaient tout à fait normaux, qui avaient une vraie vie, qui avaient une vraie vie derrière ces humains-là. Et puis, comme je me suis dit que ça ne suffisait pas, on allait rajouter le développement durable. Donc, c'est-à-dire qu'on allait mettre aussi, il faut savoir qu'en 2005, il n'y avait pas de produits écologiques. Donc, on en a fait venir de pays qui étaient un petit peu plus avancés que nous sur le sujet. Donc, depuis 2005, nous avons toujours mis l'humain au cœur du réacteur, ainsi que des produits écologiques qui n'allaient pas ni leur brûler les poumons, ni effectivement leur donner des maladies parce que les produits étaient toxiques, et aussi le respect de nos clients, parce que nos clients sont les premiers à respirer 10 heures par jour, pour certains, les produits qu'on utilise. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je trouve que c'est une façon vertueuse de faire tourner l'économie. C'est-à-dire que quand vous stimulez les gens, ils sont plus impliqués. Donc forcément, ils ont cœur à venir travailler. Et pourtant, on parle de nettoyage. Et le premier ratio que l'on peut voir, c'est que chez EcoClean, ça fait 15 ans que nous existons et on a un turnover qui est epsilon, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 1%. Alors, il faut savoir que dans les métiers du nettoyage, vous avez quasiment 50% de turnover et vous avez quasiment un prud'homme sur 2. Nous, on a eu 3 prud'hommes en 15 ans. Ensuite, je pense que, alors on était peut-être un petit peu précurseur parce que quand on lit les textes de l'agenda 2030 des Nations Unies, l'objectif numéro 8 du développement durable, je vous le lis, c'est pour réaliser une croissance économique durable, il faut que les sociétés créent les conditions garantissant aux gens des emplois de qualité qui stimulent l'économie sans avoir des effets nocifs sur l'environnement. Ça, c'est pour l'agenda 2030. Moi, je vous parle de 2005. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en place. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience. On voit que les gens se sont rendus compte qu'il y avait des métiers, ce qu'on appelle back-office, dont le nettoyage fait partie. Alors on l'a vu, on applaudit les soignants, mais on a aussi applaudi les éboueurs. Et puis on a applaudi aussi les gens qui faisaient le ménage dans les hôpitaux, qui étaient en première ligne en fait. Et je crois que... Et qui sont toujours d'ailleurs en première ligne. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a vraiment, je pense qu'il faut vraiment changer de regard sur ces métiers qui, de toute façon, sont des métiers qui sont intemporels, dont on aura toujours besoin, parce qu'on ne peut pas se passer de nettoyage. Donc, autant que ça se fasse dans de bonnes conditions humaines et environnementales. Puis là, on l'a vu dans cette crise du Covid, c'est aussi notre responsabilité de dirigeants de nous engager encore plus qu'avant pour cette triple injonction qui est la sécurité sanitaire, le respect des normes sociétales et environnementales et l'engagement sur l'environnement. Alors, c'est après, on a aussi des députés très engagés, comme Olivia Grégoire, qui va nous rappeler que l'ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Moi, sur ça, j'ai envie de dire qu'il faut encore plus partager cette valeur. Donc, pour moi, il est important, voire primordial, de mettre en place, de faire évoluer le cadre juridique et de mettre en place une comptabilité à triple capital. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas encore reconnu et ce n'est pas normal. Alors, une dernière question pour vous. Christelle, vous venez d'annoncer avec Airbnb un partenariat en France et en Belgique avec une plateforme géolocalisée EcoClean On Demand. En quoi justement cette plateforme ou cette innovation contribue-t-elle à plus d'humains, à plus d'humanité en tout cas dans nos échanges? Alors déjà, ce qui est important, c'est de voir que Airbnb, qui est un géant absolu… Qui vient juste de licencier 25% de ses salariés, ça c'est vrai? Alors oui, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas Airbnb, donc je ne vais pas m'engager pour eux. Par contre, moi, ce que j'ai pu voir avec mes rapports avec eux, c'était qu'ils étaient capables d'être précurseurs et d'avoir une certaine résilience et d'être dans l'agilité. Donc, ce qui veut dire que nous, Clermont, cette plateforme que l'on met en place, alors avec eux, pour eux, mais qui sera une plateforme ouverte à tous, et ce que moi, j'appelle une plateforme de retour à l'emploi. C'est-à-dire que pour la première fois, vous allez avoir une géolocalisation pour pouvoir trouver un homme ou une femme de ménage autour de chez vous. Parce que moi, je trouve qu'il faut recréer ces liens humains de proximité. On l'a vu avec le succès des locavores. On n'aime plus commander sur Internet. On aime aller chez le petit magasin en face de chez nous. Et bien ça, je trouve que ça fait il va y avoir un maillage territorial qui fait que
Ce retour à l'emploi sera local. Et nous, la grosse innovation sociale que l'on fait là-dessus, c'est que sur cette plateforme, en fait, les gens auront le choix, soit comme sur toutes les plateformes, d'être des travailleurs indépendants, que nous, on va faire transformer en travailleurs autonomes. C'est-à-dire que pour la première fois, ils vont s'inscrire sur une plateforme sur laquelle déjà on va leur restituer 80% de leurs gains et surtout on va les encadrer financièrement et fiscalement, c'est-à-dire que via l'envoi de SMS, ils auront leur déclaration à faire, on leur dit vous aurez tant à payer sur quelle caisse, parce qu'on sait très bien que les travailleurs indépendants en fait ne sont pas autonomes et c'est pour ça aussi, on l'a vu sur les chauffeurs Uber où ils travaillent tous 20 heures par jour pour pas forcément gagner ne serait-ce que le SMIC. Donc nous, on va les encadrer à bien gagner leur vie et à la gagner décemment parce que je trouve que l'emploi décent, c'est l'avenir. Et puis après, on a aussi d'autres qui vont préférer la sécurité du salariat avec tout ce que ça implique. Ça veut dire une fiche de paye, donc ça veut dire que vous êtes en CDI, vous pouvez plus facilement accéder au crédit bancaire, par exemple, ou vous allez avoir vos congés payés et puis surtout une protection sociale. Voilà, donc cette plateforme, elle va pouvoir, nous on a estimé qu'elle pouvait créer jusqu'à 200 000 emplois sur l'année à venir et je pense qu'en période de crise de Covid, c'est quand même pas négligeable. Elle est déjà effective ? Alors, elle est en période de test, elle ne sera effective qu'au 1er juillet. Ok, merci beaucoup Christelle. Et maintenant, notre dernier grand témoin, on a un peu de retard, c'est Emery Jacquia. Donc, vous êtes, vous, un entrepreneur à mission. Vous avez à la fois fait de la Camif, une entreprise à mission, mais aussi, vous êtes le président de la communauté des entreprises à mission. Enfin, vous êtes monsieur entreprise à mission. Quelle part doivent prendre, selon vous, les territoires et les écosystèmes locaux dans cette innovation et cette coopération, Emery Jacquia ? Alors, moi, je dirais d'abord qu'on vient de vivre une expérience collective complètement unique. Une mission, en fait. C'est la mission oui, Covid. En fait, ces 8 semaines de confinement nous ont fait toucher du doigt peut-être un certain nombre de faiblesses et de limites dans nos modèles. Et je crois qu'on a aussi vécu une expérience collective de déconsommation, puisque en 8 semaines, les Français ont épargné 5,5 milliards et on s'est rendu compte qu'on pouvait consommer moins et aller mieux. Ou aller bien. Et je crois que le monde qu'il faut inventer aujourd'hui, c'est un monde de décroissance, mais où on va être dans un monde où on doit aussi construire un monde meilleur. Je crois qu'on a touché du doigt les limites de la croissance, on a touché du doigt la limite d'un modèle mondialisé, et probablement, et ça a été dit, les grands enjeux de demain, c'est comment on peut se servir du digital pour recréer plus de liens, plus d'humains au service d'une économie plus locale, plus soutenable, plus inclusive et plus circulaire. Et je pense qu'on aura besoin, personne aujourd'hui n'a la solution tout seul, ça a été dit, Mathias l'a dit, on a besoin de la mobilisation de tous. Et elle commence, la mobilisation, par celle des citoyens, qui sont également des collaborateurs dans nos entreprises, qui sont également des consommateurs. Mais même si les citoyens s'y mettent, ça ne suffira pas. Il y a une étude de Carbone 4 qui montre que si tout le monde adopte les bonnes pratiques, on ne prend plus l'avion, comme on vient de faire depuis 8 semaines, on ne prend plus la voiture, comme on vient de le faire depuis 8 semaines, on achète moins, on achète plus local, on mange moins de viande ou quasiment plus de viande, on aura fait que 25% du chemin pour nous maintenir dans la trajectoire des 2 degrés. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation générale qu'il faut activer et que les 75 autres % du chemin, ils sont à faire par les entreprises, par les collectivités, par l'État. Mais les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour la transformation du monde à venir. Et évidemment, les entreprises peuvent être les plus puissants leviers de transformation de la société qu'on ait à disposition à partir du moment où elles prennent en compte ce rôle et cette utilité qu'elles peuvent avoir dans la société, qu'elles inscrivent dans leur mission, donc dans leur statut, cette mission d'impact positif sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux, et que les entreprises se mettent au service du bien commun. Alors, donc ça, c'est une révolution qu'il faut qu'on mène, mais je dirais que l'échelle de cette révolution, elle se joue probablement au niveau du territoire. Il va falloir innover, inventer de nouveaux modèles pour une économie plus circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas une économie mondialisée, c'est une économie qui, sur un territoire donné, ça peut être le département, ça peut être la région, ça peut être la France,
va chercher comment on peut exploiter les déchets des uns pour faire des ressources, pour construire de nouveaux produits qui seront moins gourmands en ressources naturelles. Et donc, cette innovation, elle passe nécessairement par de la coopération. Et coopérer, c'est innover. Coopérer, c'est savoir mobiliser l'intelligence collective. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux qu'on a à disposition, mais également avec les nouveaux modes de management et avec l'ouverture de l'entreprise à l'ensemble de ses parties prenantes, et en tout cas la prise en compte par l'entreprise de toutes ces parties prenantes, à partir du moment où on a une mission claire, c'est une façon aussi de mobiliser, d'engager tout le monde à réinventer de nouveaux modèles. Par exemple, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait à la CAMIF il y a 3 ans. On s'est dit, après avoir inscrit notre mission dans nos statuts, qu'un de nos engagements, c'était de faire de l'économie circulaire notre standard. On a lancé un projet qui s'appelle CAMIF Édition, où on a commencé par faire un camifathon, où pendant 3 jours, un peu comme Christophe est parti à Slovaquie, pendant 3 jours, on a réuni des fabricants français, des experts de l'économie circulaire, des consommateurs. Ça a donné lieu à combien de produits, tout ça? Vous me l'avez dit. Eh bien, aujourd'hui, on a une 60aine de produits et là, on en sort encore 60 nouveaux cette année. Donc, on aura à peu près 120 produits. Et c'est un début, hein, on en a 8000 en tout des produits. Donc, il faut faire des petits pas. Hein. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette expérience du camifathon, on s'est rendu compte que des concurrents s'étaient associés entre eux pour répondre au cahier des charges très exigeant qu'on avait mis sur le projet, parce qu'il fallait qu'il y ait un impact social positif, un impact environnemental positif, et il fallait qu'il y ait de l'économie circulaire. On a, par exemple, sur un des projets de literie, fait travailler ensemble une start-up de l'économie circulaire qui recycle des vieux matelas, avec le plus grand fabricant français de literie et avec une structure d'insertion pour fabriquer le sommier et répondre à l'enjeu inclusif du projet. Mais j'ai une question, Emery, je me permets, parce que je viens de recevoir, vous le verrez d'ailleurs vendredi, donc demain 19h, Antoine Lemarchand, donc PDG de Nature et Découverte. Je vais notamment poser la question du Made in France, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il en ressort. 54% des consommateurs veulent des productions locales et nationales. Mais qu'en est-il, effectivement, quand le business model, c'est l'évasion, la découverte, comme Nature et Découverte? Là, on atteint des limites, on touche des limites quand même, parce que c'est bien beau de la production. Comment on fait quand ça touche l'ADN de notre concept, comme une entreprise fondée par ses parents il y a 30 ans? Je ne vais pas répondre à la place de Monsieur Lemarchand. C'est une entreprise assez exemplaire, ils sont bicorp, donc ils font plein de choses qui sont assez positives. Moi, je ne suis pas pour fermer les frontières, etc. Ce que je dis, c'est que la révolution, elle peut se mener au niveau du territoire, elle peut se mener au niveau local, et que nous, avec la CAMIF, on travaille avec une centaine de fabricants français dans l'équipement de la maison, c'est du mobilier, c'est de la literie, c'est du linge de maison, c'est de l'électroménager. On a encore des fabricants en France, il faut le dire. Et par contre, ce qui est sûr… Et ça fait partie de votre ADN. Oui, et on fait 73% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires avec ces fabricants français. Mais notre mission et notre engagement, c'est aussi d'accélérer la transformation des modes de production des fabricants français pour qu'ils soient plus vertueux et pour qu'on se distingue aussi par des produits plus écologiques. C'est ça qui fera qu'on pourra créer une valeur sociale, une valeur environnementale et une valeur économique qui est positive. Donc, je crois qu'il y a… On va passer… Merci beaucoup, Emery. Maintenant, on passe aux questions parce qu'il reste malheureusement que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. Je pense que c'est une question pour vous, d'ailleurs, l'une des dernières de Sébastien Poulain. Est-ce qu'il y a de la recherche scientifique sur les entreprises à mission? Oui, au sein de la communauté des entreprises à mission, donc c'est une forme de coopération puisqu'on a des activistes de l'entreprise à mission, donc des dirigeants, mais on a aussi des chercheurs. On a par exemple un conseil scientifique dans l'association, composé par exemple des chercheurs des mines qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, et qui a été un peu l'ancêtre de la société à mission telle qu'elle existe aujourd'hui dans la loi Pacte. Et ces chercheurs étaient largement convaincus il y a 15 ans que l'entreprise ne pouvait pas se résoudre à être une boîte à partager le profit et qu'elle devait avoir, au-delà de ça, un impact et être au cœur de la résolution des défis et des enjeux de l'humanité, à savoir les sujets de dérèglement climatique, le sujet de la biodiversité et le sujet des inégalités croissantes.
Donc oui, on peut faire, et c'est ça la démonstration que sont en train de faire les entreprises à mission, c'est qu'on peut, en ayant un impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux, avoir une performance économique. Et probablement demain, ou dans le monde de demain, seules les entreprises qui seront véritablement prouver leur utilité pour la société perdureront et continueront à faire du profit qui est quand même nécessaire pour développer un projet. Alors après, j'ai d'autres questions. Est-ce que vous prévoyez une vague de recrutement avant la fin de l'état d'urgence? Alors ça, je ne sais pas qui c'est, pour qui c'est. J'aimerais aider les entreprises à initier le chemin vers l'économie circulaire et donc partir de projets plus locaux, mais comment le faire sur des entreprises comme Danone, peut-être, qui ont des processus très globalisés et mondiaux? Ah ben c'est pour vous, Mathias Bichra. Ouais, en fait, nous, notre enjeu, c'est de passer d'une société multinationale à une entreprise multilocale. Et en fait, on y est déjà, puisqu'on a plus de 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé avec des marques locales. Et dans un pays donné, on vend à 80% ce que l'on produit dans le pays. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est déjà une entreprise locale et la plupart de notre chiffre d'affaires est réalisé à travers des marques locales. Pour reprendre le point précis des actions qui peuvent être menées, encore une fois, au niveau local, il suffit de nous contacter. On a plusieurs fonds, on a Danone Communities, on a Danone Ecosystem, où on promeut et on appuie des projets micro-locaux pour différents types de communautés. Donc, si, on est certes une entreprise mondiale, mais par ailleurs avec un ancrage local important, d'où l'expression entreprise multilocale. Et je voudrais juste compléter par rapport à cette question qui revient beaucoup, qui est venue dans les chats et aussi dans les questions sur la transformation des entreprises, notamment des entreprises de cette taille-là. En fait, on ne pourra pas permettre leur transformation si on ne transforme pas la manière dont elles sont financées également. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les marchés financiers ne financent plus les entreprises. On le sait. 12 milliards de dividendes, pas de création d'emplois. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour que l'investissement soit productif et soit un investissement de transition, quand aujourd'hui l'investissement est court-termiste, sert à servir de dividendes et ne finance plus la transition. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion politique parce qu'il va falloir réguler les marchés pour que ces marchés-là soient au service de cette transition-là. Parce qu'une entreprise comme Danone, si je peux me permettre, ou n'importe quelle entreprise qui a besoin d'effectuer une plus grosse transition encore que Danone, comme une entreprise pétrolière, ne pourra le faire que si on lui permet d'avoir du capital sur les 15-20 prochaines années. Pas si on opère des opérations d'investissement court-termistes et qu'on ne souscrive pas à des produits qui sont tracés vers des projets de transition. Voilà, c'était ma contribution. Parce qu'on parle rarement de la question financière qui est trop technique et ça nous fait chier. Mais sauf qu'en fait, elle est centrale dans ce sujet et il faut que le gouvernement lui-même se comporte comme un investisseur vert. Alors, il nous reste 3 minutes. On va refaire parler Nicolas Brien, donc CEO de France Digital, pour répondre à la question: est-ce que vous prévoyez une vague de recrutement avant la fin de l'état d'urgence sanitaire? Nicolas. Alors, c'est très difficile comme question parce qu'on vient de se prendre quand même 250 000 demandeurs d'emploi juste sur le mois de mars. Avec juste 15 jours de confinement. Imaginez ce que ça va être en avril. Ce qu'on observe quand même, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des emplois de qualité. On est en mai déjà. Exactement, il y a des emplois de qualité qui continuent quand même à se créer pendant cette crise, même avec cette crise. Nous, par exemple, à France Digital, on a lancé une initiative qui s'appelle Confiner mais recruter. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait près de 300 startups dans notre réseau qui continuaient de recruter pendant cette période de confinement. Ce qui prouve bien que c'est hyper intéressant ce qu'on vient de vivre là, ces dernières semaines, c'est que c'est un choc qui est complètement asymétrique. Vous allez avoir des boîtes qui se sont complètement effondrées et qui auront du mal à submerger dans le monde d'après. Et vous avez à l'inverse des boîtes, que ce soit des startups ou des grandes entreprises, qui sont complètement au cœur des business models de demain et qui se retrouvent aujourd'hui en situation de pénurie de talents. Là, juste sur les 300 startups que je vous cite, ça fait quand même près de 5000 jobs qui sont ouverts et on ne parle que de startups. Et ce qui est très intéressant quand on regarde après dans le détail de ces boîtes, c'est que ressortent des business models vertueux. On a cité Back Market tout à l'heure, mais on a énormément de boîtes à impact qui, en ce moment, vivent une accélération et continuent de s'inscrire dans le monde d'après, de préparer déjà l'avenir.
Alors après, il ne faut pas être non plus trop positif, hein. Il y en a qui sont bien entendu au chômage partiel, il y en a également qui sont en grande difficulté pour les raisons de financement, notamment qu'Eva évoquait tout à l'heure. Mais je vois un peu une petite lueur positive dans ce gros tunnel morose. C'est que certaines boîtes qui ont des bons business models et qui répondent à des besoins, qui ont du sens, sont capables aujourd'hui de générer des beaux emplois et des emplois de qualité en CDI et non délocalisables. Alors, une dernière question, parce qu'il est 13h, et alors vraiment une minute. Comment faire pour que la triple comptabilité soit valorisée, devienne la norme? Comment la mettre en place dans les PME? C'est vaste, ça? La triple comptabilité, comment on fait? Déjà, il faut obliger à ce qu'on ait des commissaires à l'impact, quoi. Enfin, en fait, chaque année, on est obligé de témoigner de la bonne gestion financière et technologique aussi de notre entreprise, avec un contrôle obligatoire chaque année. Et il faut rendre ce contrôle obligatoire aussi sur les questions sociales et les questions environnementales. On nous dit que trouver des indicateurs, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué de trouver des indicateurs exacts dans le secteur de l'environnement et du social que de trouver des indicateurs exacts dans le secteur financier. Les indicateurs financiers sont aussi limitants. Il faut en tout cas avancer et pas se dire que c'est parce qu'on ne trouve pas, ce qui est complètement faux. Ouais. Juste pour ajouter là-dessus, nous, par exemple, on a présenté nos résultats avec un bénéfice net par action carboné cette année. On a été la première boîte à le faire. Ça nous semblait intéressant de montrer avec une tonne de carbone qui était valorisée au prix du marché ce qu'était le bénéfice net par action de l'entreprise avec prise en compte de l'impact carbone. Puisque du coup, ça peut être un élément bénéfique pour l'entreprise qui est vertueuse, puisque son résultat du coup net par action, si la productivité du carbone augmente, le résultat va augmenter plus vite que le bénéfice net par action courant. Et ça, c'est des choses qui, moi, je rejoins totalement ce que dit Eva, il faut rentrer dans le sujet financier, qui peut être un peu technique, si on veut changer les choses. Et par exemple, ce bénéfice net par action, toutes les boîtes pourraient faire ce bénéfice net par action carboné chaque année. Ça permettrait déjà d'avoir un indicateur supplémentaire et positif en matière environnementale. Ce qui semble clair, c'est qu'il faut que les financiers, que ce soit les investisseurs, les banques, les assureurs crédits, la Banque de France, intègrent la performance extra-financière de l'entreprise, ce qu'elles ne font pas. Or, il y a une chose très simple qu'on pourrait faire, c'est demander dès demain à la Banque de France d'intégrer une notation extra-financière pour toutes les entreprises. Celles qui ne sont pas capables de prouver leur impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux, elles ont 0. Et il y a une étude qui vient de sortir de Fidélité Internationale, qui vient justement de montrer que les entreprises ayant les meilleurs critères ESG avaient mieux résisté à la crise. Donc, bien évidemment. Mais écoutez, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci Eva Sadoun, Emre Jakia, Mathias Bichra, Nicolas Brien et Christelle Gimaré pour nous avoir suivis, en tout cas alimenté richement ce 5e débat. Et puis, je vous souhaite un bon confinement à tous, un bon retour peut-être ou pas d'ailleurs dans vos entreprises respectives. Et puis à bientôt sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Rico Berry. Merci. Au revoir. Au revoir.